Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier les caractéristiques structurales d'un premier type de biomolécules qui sont les glucides. C'est des biomolécules qui sont les plus abondantes sur Terre et qui sont caractérisées par plusieurs rôles biologiques dont vous connaissez au moins un qui est la principale source d'énergie chez l'homme. On en découvrira d'autres à travers ce chapitre, ainsi que leurs propriétés physico-chimiques et quelques exemples de ces molécules. Pour commencer, les glucides sont également appelés polysaccharides au sucre. Ces biomolécules représentent 5% du poids sec des animaux et 70% du poids sec des végétaux, ce qui explique leur abondance vu l'importance du monde végétal. Au niveau de l'alimentation, on les retrouve au niveau de différents nutriments et préparations alimentaires tels que le pain. On va les retrouver également au niveau du lait, des céréales, fruits, légumes, etc. Ainsi que comme des sucres de raffinement qui sont obtenus industriellement à partir de l'extraction des sucres de la betterave et de la canne à sucre. Leur formule chimique, c'est CnH2ON et ainsi ils sont constitués de N atomes de carbone pour N molécules d'eau qui leur a valu leur appellation d'hydrate de carbone ou carbohydrate puisqu'on va trouver autant d'atomes de carbone que de molécules d'eau dans la structure moléculaire de ces biomolécules. L'objectif global et principal de ce chapitre, c'est de s'initier à la structure moléculaire des oses et osides, leur rôle et leurs propriétés physico-chimiques. Et à travers ce principal objectif pédagogique, on va retrouver et énumérer d'autres sous-objectifs, à savoir savoir définir les glucides, citer leur rôle biologique en tant que biomolécules, savoir donner la classification des glucides et déterminer les règles de nomenclature des oses selon la filiation de Fischer, donner les différentes formes structurales sous lesquelles se présentent les oses dans un milieu aqueux, citer des exemples d'oses, des exemples de leurs dérivés et des exemples de leurs fonctions, citer leurs propriétés physiques et chimiques, reconnaître une structure cyclique d'un ose à partir de la structure linéaire et vice-versa, donner le nom de certains diolosides, et enfin, citer les principaux polyolosides ou polysaccharides et hétérosides, donner leurs caractéristiques structurales et leurs fonctions. Pour ce faire, le plan que l'on va suivre pour ce chapitre, d'abord on va essayer de définir biochimiquement ces glucides. On va énumérer leur rôle et leur activité biologique. On va aborder leur classification et on terminera par une étude détaillée de leur structure et on va voir successivement les oses et ensuite les osides avec leurs différents composants, c'est-à-dire les disaccharides, les oligosaccharides, les polysaccharides et on va terminer par les hétérosides qui englobent les glycoprotéines et les protéoglycanes ainsi que les peptidoglycanes. Tout d'abord, quelle définition on donne aux glucides? Ce sont des molécules organiques dont la molécule la plus élémentaire est dite ose. Qu'est-ce que c'est qu'un ose? C'est une molécule qui contient plusieurs fonctions alcool qui peuvent être des fonctions alcool primaires ou secondaires et de là on va les appeler des polyalcools. Cette structure-là va contenir en plus soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone. Et donc, on va retrouver une fonction carbonyle au niveau de la molécule, de la structure moléculaire, qui est constituée d'un atome de carbone lié avec une double liaison à un atome d'oxygène, comme ici sur les deux schémas. Donc, en plus de cette fonction aldéhyde ou une fonction cétone, on peut parfois trouver en plus soit une fonction acide ou une fonction amine. Donc, si je m'intéresse à cette première structure moléculaire, alors je vois bien que la molécule contient une fonction aldéhyde
et dès lors, je vais appeler cette structure moléculaire un aldose. Donc, bien sûr, la molécule contient plusieurs fonctions alcool, donc que l'on a schématisé par X, c'est-à-dire plusieurs fonctions alcool au milieu de la chaîne carbonée, en plus d'une dernière fonction alcool qui est rattachée au dernier atome de carbone de la chaîne carbonée. De l'autre côté, ici, on repère très bien la fonction cétone ici, puisqu'il y a un radical carboné de part et d'autre de la fonction carbonyle. Donc, il s'agit bien d'une cétone et on va appeler cette dose un cétose. Il faut noter, bien sûr, il y a plusieurs fonctions alcool et pour la même structure que l'ose, on va retrouver une dernière fonction alcool qui est rattachée au dernier atome de carbone. Donc, il faut noter que pour n atomes de carbone, le nombre de fonctions alcool est égal à n-1. Si je vous donne un exemple d'un exose, c'est-à-dire un ose qui est constitué de 6 atomes de carbone, cet exose va contenir dans la molécule 5 atomes de 5 fonctions alcool, c'est-à-dire donc 6 moins 1 qui donne 5 fonctions alcool. Une autre caractéristique des glucides, et ça rentre toujours dans la définition de ces biomolécules, c'est que ce sont des molécules qui sont très hydrophiles. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent dans leur structure plusieurs groupements hydroxyles qui sont capables d'établir des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Certaines molécules ont un goût sucré, d'où l'appellation de sucre, mais il faut savoir que tous les sucres ne sont pas des glucides, puisqu'on trouve pas mal de molécules de synthèse ou des molécules naturelles qui ont un goût sucré prononcé, mais sans être dans cette définition, sans entrer dans cette définition de glucides qui se base sur la structure et certaines propriétés physico-chimiques. Ils sont caractérisés également par un caractère réducteur qui est dû à la présence du groupement aldéhyde et cétone. C'est quoi ce caractère réducteur? C'est-à-dire qu'en présence d'ions cuivriques et en milieu alcalin à chaud, ces molécules vont transformer cet ion cuivrique en ion cuivreux avec l'apparition d'un précipité rouge brique qui va nous permettre de les mettre en évidence dans un milieu donné. Pour résumer tout ça, on va dire que chaque ose à n atomes de carbone contient un groupement carbonyle, n-1 groupement hydroxyle. Le groupement carbonyle est en position 1 de la chaîne carbonée. Et dans ce cas, on va parler d'aldose. Lorsque le groupement carbonyle est en position 2 de la chaîne carbonée, on va parler de cétose. Il faut savoir que le carbone portant le groupement carbonyle a toujours le numéro le plus petit, c'est-à-dire le numéro 1 pour les aldoses et le numéro 2 pour les cétoses, comme sur le schéma ci-dessous. Donc, le carbone le plus oxydé, c'est pour les aldoses, c'est le carbone numéro 1 qui porte ce groupement carbonyle. Le carbone le plus oxydé au niveau de la molécule d'un cétose, c'est le carbone numéro 2, donc qui se trouve ici. Et dès lors, pour un aldose, le carbone numéro 1, ce sera celui qui porte la fonction aldéhyde et ainsi de suite jusqu'à le dernier atome de carbone. Pour une molécule de cétose, comme le carbone le plus oxydé se trouve en position 1, on va commencer la numérotation à partir de ce carbone-là et de ce fait, le carbonyle va porter le numéro 2 jusqu'au 6e atome de carbone, puisqu'ici il s'agit bien d'un cétohexose, c'est-à-dire un ose qui est constitué de 6 atomes de carbone. Si on s'intéresse au rôle biologique des glucides, on se rend compte qu'ils ont 4 principaux rôles biologiques qui sont
d'abord un rôle énergétique, un rôle structural, un rôle métabolique et également un rôle fonctionnel. Pour le premier rôle qui est le rôle énergétique, il faut savoir que dans une ration alimentaire chez un individu normal et lorsque cette ration alimentaire est bien équilibrée, les glucides représentent 40 à 50% des apports caloriques de cette ration alimentaire. En effet, la dégradation et l'oxydation des glucides va apporter pour 1 gramme de glucides 4 kilocalories. Il faut savoir également que l'organisme est capable d'emmagasiner le glucose sous forme d'une molécule qui est constituée de milliers de glucose qu'on appelle le glycogène au niveau du foie et du muscle. Une dernière chose qui est très très importante, c'est que le glucose est le principal carburant des tissus. C'est le seul carburant du fœtus, du cerveau et du globule rouge. Un deuxième rôle biologique des glucides et qui n'est pas moindre que le premier, c'est-à-dire le rôle énergétique, c'est le rôle structural. Pourquoi? Parce que les glucides vont jouer un rôle très très important et primordial comme constituant de molécules fondamentales, en particulier, et c'est l'exemple de la cellulose qui entre dans la paroi des cellules végétales. En effet, cette cellulose, c'est quoi? C'est un polymère de milliers de glucose, de molécules de glucose qui sont liées les unes aux autres d'une certaine manière et qui vont entrer dans la structure des cellules végétales. Au niveau du monde animal, les glucides vont jouer un rôle très très important, ce rôle toujours structural, en entrant dans la composition et la constitution d'une autre molécule, la chitine, qui correspond à l'exosquelette des insectes. Et c'est quoi la chitine? C'est également des milliers d'unités de doses de glucose particulièrement qui vont se lier les unes aux autres d'une certaine manière pour former cette chitine des insectes, de l'exosquelette des insectes. Un troisième exemple de rôle structural, c'est les glycosaminoglycanes qui sont des structures de glucides, ce sont des molécules de glucides qui entrent dans la constitution des cartilages et des tendons au niveau des articulations osseuses, aussi bien chez l'homme que chez les animaux. Un quatrième exemple de rôle structural des glucides, c'est la myruine de la paroi bactérienne, donc qui est constituée essentiellement de peptidoglycanes qui sont des chaînons de molécules douces associées à des acides aminés. En fait, la présence de ces peptidoglycanes est à la base de ce qu'on appelle la coloration de Gram, qui va permettre de différencier entre deux types de bactéries. Donc, les bactéries à Gram positif, qui ont une paroi bactérienne constituée de 90% de peptidoglycanes, et à côté, les bactéries à Gram négatif, qui ont une paroi bactérienne constituée de 5 à 20% de peptidoglycanes. Pourquoi on va s'intéresser à cette coloration? Parce que ces deux types de bactéries ont un pouvoir pathogène qui est totalement et radicalement différent et également une sensibilité aux antibiotiques qui est radicalement différente. Ici, c'est une plaque qui montre le principe de la coloration de grains dont on vient de parler dans un milieu biologique donné et après une fixation à la chaleur et à l'alcool, on va colorer les lames. Après étalement du milieu biologique sur une lame, on va faire une coloration au violet de gentiane. On va faire également un traitement par le Lugol qui est riche en iode, une solution iodo-iodurée qui va encore fixer cette coloration. Et puis on va procéder à une décoloration par l'alcool
qui va permettre de décolorer la première coloration. Donc, quand il s'agit de bactéries à gram négatif qui sont dont la paroi bactérienne n'est pas riche en peptidoglycanes. Par contre, cette décoloration ne marche pas sur les bactéries dont la paroi bactérienne est très riche en peptidoglycanes. Et le résultat, c'est que on va faire une ultime coloration à base de la fichine ou la safranine qui va permettre de colorer les bactéries gram négatives en rose. Par contre, pour les bactéries à gram positif, il n'y aura pas d'effet et ils vont garder leur coloration initiale, c'est-à-dire en violet. Et de là, on va pouvoir différencier et mettre en évidence la présence soit des bactéries à gram positif lorsque la coloration reste violette, ou bien des bactéries gram négatives lorsque la coloration est rose. Un autre rôle joué par les glucides, c'est le rôle métabolique. Certains glucides sont transformés en d'autres molécules d'intérêt biologique, telles que l'acide glycuronique, qui va permettre l'élimination de différents toxiques et xénobiotiques après leur dégradation par le foie, par une réaction de glucuroconjugaison qui va faciliter leur excrétion, surtout par voie urinaire. Un deuxième exemple, c'est le 2-désoxyribose, qui est un pentose qui entre dans la synthèse et la structure des acides nucléiques, particulièrement les acides désoxyribonucléiques ou ADN. Un quatrième rôle biologique, c'est le rôle fonctionnel. Les glucides vont jouer un rôle de reconnaissance cellulaire ou de déterminant antigénique. Reconnaissance cellulaire, ils vont jouer le rôle de récepteurs au niveau membranaire et ils sont liés soit à des protéines, soit à des lipides, ou bien de déterminant antigénique. C'est l'exemple des groupes sanguins du système ABO que l'on retrouve au niveau de la membrane des globules rouges. Alors, pour faire une classification des glucides, on va distinguer les oses des osides. Les oses sont, qu'on appelle également monosaccharides, sont des molécules qui sont de glucides qui sont assez simples, qui ne sont pas hydrolysables, donc sont non hydrolysables. C'est l'exemple de glucose, de fructose, galactose, ribose, donc qui constituent une seule unité de glucides. De l'autre côté, on va avoir les osides. Tout d'abord les holosides, c'est-à-dire les osides qui sont constitués d'un même ou différents types de doses. On va commencer par les disaccharides constitués de 2 oses, oligosaccharides plus de 2 jusqu'à 10 oses et les polysaccharides qui sont constitués de plusieurs oses qui peuvent aller jusqu'à des milliers d'oses. Donc ce sont des composés qui donnent par hydrolyse 2 ou plusieurs oses. Pour les hétérosides, ce sont des glucides qui sont associés à d'autres molécules. Donc ce sont des molécules également hydrolysables et qui vont aboutir à la libération d'oses et des molécules de notre nature que les glucides. C'est l'exemple de glycoaminoglycanes, de peptidoglycanes, de glycolipides. Tout d'abord, on va s'intéresser aux oses et on va les étudier en 6 points. Tout d'abord, la structure linéaire des oses, la filiation chimique des oses selon Fischer, les séries T et L des oses. On va voir quelques exemples d'oses naturelles et on va s'intéresser également à la structure cyclique des oses avant de terminer par les principales propriétés physico-chimiques des oses. Du point de vue structure linéaire des oses, la nomenclature se base sur 2 critères. La nature de la fonction carbonyle qui est la fonction réductrice, c'est-à-dire la fonction aldéhyde ou la fonction cétone, et le nombre d'atomes de carbone. Et dès lors, on peut différencier entre différents oses en fonction du nombre d'atomes de carbone qui entrent dans la constitution moléculaire et également la nature de la fonction réductrice. Et on peut dire que
lorsque la fonction réductrice est un aldose, est un aldéhyde, on va parler d'aldose. Si l'ose est constituée de 3 atomes de carbone, c'est un aldotriose, 4 atomes de carbone aldotétrose, 5 atomes de carbone aldopentose et ainsi de suite, aldohexose, aldoheptose. Quand la fonction réductrice est une cétone, l'ose constituée de 3 atomes de carbone est dit cétotriose. Lorsque ces 4 atomes de carbone cétotétrose, 5 atomes de carbone cétopentose, cétohexose et cétoheptose. Une chose qui est importante à savoir, c'est que pour les voies métaboliques, surtout de l'organisme humain, on va trouver des oses de 3 à 6 atomes de carbone. Pour représenter les molécules d'ose, leur structure, on sait très bien qu'ils sont constitués d'atomes de carbone avec des fonctions hydroxyle et une fonction carbonyle. Donc on va choisir celle qui s'y adapte le plus, c'est-à-dire le modèle de projection de Fischer. Comment on va faire? On va se placer selon un axe bisecteur de la molécule. Donc tout ce qui se trouve lié à l'atome central, on va le mettre, qui se trouve en avant du plan, on va le mettre sur un plan horizontal. Tout ce qui se trouve en arrière va se trouver sur un plan vertical et le carbone le plus oxydé, on va le placer en haut. Donc c'est ainsi pour l'exemple de la molécule d'ose qui est le glucose. Donc le carbonyle se trouve en haut, c'est-à-dire la fonction aldéhyde, et puis tous les autres atomes de carbone se trouvent sur un plan vertical, et les liaisons, les atomes de liaison de ces carbones vont se trouver sur un plan horizontal. Donc, pour numéroter cette structure linéaire des oses, on va suivre les règles de la nomenclature, c'est-à-dire on va donner la priorité à la fonction principale où l'atome de carbone le plus oxydé ici pour les aldoses c'est la fonction aldéhyde, pour les cétoses c'est la fonction cétone. Donc on va donner le plus petit numéro à ce carbone-là. Et en l'occurrence, pour une molécule d'aldohexose, c'est le carbone ici en rouge, le carbone qui porte la fonction carbonyle ou la fonction aldéhyde. Donc 1 pour ce carbone-là, 2, 3, 4, 5 et 6 qui correspond au dernier atome de carbone qui constitue la molécule de l'aldohexose. Donc pour les cétoses, il se trouve que la fonction cétone se trouve en position 2 et donc c'est ce carbone-là qui va prendre le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc c'est le dernier atome de carbone qui va porter ce numéro 6 pour un cétohexose. Si on étudie de manière plus approfondie la structure des oses, on va se rendre compte que il y a pas mal de caractéristiques qui s'appliquent à ces molécules, notamment les isoméries, et on va y trouver différentes formes. Les isoméries, surtout l'isomérie de fonction. Donc on va voir que le glucose est l'isomère de fonction de fructose. Donc ce sont deux molécules qui ont la même formule brute, mais qui vont se différencier par la fonction qu'ils portent, c'est-à-dire pour l'un, le glucose, c'est la fonction aldéhyde, et pour l'autre, le fructose, c'est la fonction cétone. Il y a également la stéréoisomérie qui s'applique parfaitement à ces molécules, notamment la stéréoisomérie de conformation, notamment avec les formes chaise-bateau, donc pour lesquelles il y a une interconversion sans rupture de liaison chimique, et également la stéréoisomérie de configuration, pour laquelle il y a une interconversion mais avec rupture de liaison chimique,
et on va voir que on peut appliquer l'isomérie optique, c'est-à-dire ou l'énantiomérie chez les glucides, également la diastéréoisomérie avec notamment les deux caractéristiques, l'épimérie et l'anomérie. Pour mieux étudier ces caractéristiques-là d'isomérie, on va prendre comme modèle l'ose le plus simple qui est le glycéraldéhyde. C'est un aldotriose, donc il est constitué de 3 atomes de carbone avec une fonction aldéhyde et il est porteur d'un carbone asymétrique en position 2. Alors, pour cette ose-là, il y a deux formes possibles, l'un étant l'image de l'autre dans un miroir, avec deux isomères optiques, l'un est dextrogire et l'autre est lévogire. Donc là, c'est la structure moléculaire du glycéraldéhyde, donc avec 3 atomes de carbone, dont celui qui porte la fonction carbonée est le carbone numéro 1, celui au centre c'est le carbone numéro 2 et enfin le carbone numéro 3 qui est porteur d'une fonction alcool. Donc si on regarde bien, le carbone numéro 2 est bien un carbone asymétrique puisqu'il répond parfaitement à la règle que les 4 substituants de ce carbone sont totalement différents. Donc, ce carbone asymétrique présente une fonction alcool ici à droite. Donc, c'est l'image c'est le déglycéraldéhyde et c'est l'image d'une autre molécule qui porte qui a la même structure mais qui porte une fonction hydroxyle ici pour le carbone numéro 2 mais à gauche. Donc c'est l'image de l'une de l'autre dans un miroir mais qui sont totalement différentes. Celui-là est le dérivé dextrogire et celui-là c'est le dérivé lévogire. Là c'est une autre illustration de la molécule de glycéraldéhyde. Là, c'est une image en 3D pour vous montrer que ce sont deux molécules totalement différentes. Donc, pour qu'il y ait transformation de l'une en l'autre, il faut nécessairement casser cette liaison-là et la mettre de ce côté-là et vice-versa. Alors, qu'est-ce que c'est que la filiation chimique selon Fischer? En effet, c'est le résultat de travaux de deux chimistes allemands qui sont Kiliani et Fischer, qui ont, en étudiant les glucides, ont essayé de faire une élongation de la chaîne carbonée d'un ose pour aller vers un ose à nombre d'atomes plus grand. Donc, ces résultats de scientifiques ont valu le prix Nobel à M. Fischer en 1902 et ils ont pratiquement fait ce qu'on appelle une synthèse de Kiliani-Fischer qui consiste à mettre en présence d'un ose, ici par exemple le D-arabinose, en présence de l'acide cyanhydrique qui va permettre par une réaction, par addition nucléophile du groupement cyanure, donc sur le groupement carbonyle pour donner deux formes différentes, donc avec le carbone ici initial qui va avoir un groupement hydroxyle à droite et un groupement hydroxyle à gauche. Donc en chauffant le milieu et en présence de molécules d'eau, donc on va obtenir des groupements carboxyles au niveau de ce groupement nitrile, donc qui va réagir rapidement sur lui-même par réaction d'estérification intramoléculaire pour former deux lactones qui sont par la suite stables et qui vont donner naissance à deux formes d'ose qui ont un atome de carbone de plus par rapport à la molécule initiale d'ose et qui sont deux diastéréoisomères. Donc il s'agit ici du D-glucose et du D-mannose.
Si on veut simplifier cette réaction et en partant d'un ose qui est plus simple, le déglycéraldéhyde à 3 atomes de carbone, donc en ajoutant un chaînon monocarboné à la molécule, on va obtenir deux dérivés à 4 atomes de carbone qui sont des oses et qui sont des stéréoisomères l'un pour l'autre, donc le D-érythrose et le D-triose. Sachant que le carbone le plus éloigné de la fonction aldéhyde se trouve toujours à droite. La différence se fait uniquement avec le carbone qui était ajouté, c'est-à-dire celui-là. Et donc, il y a un hydroxyle à droite pour le D-érythrose et un hydroxyle à gauche pour le D-triose. Si on essaie la suite des différentes réactions à partir des différents dérivés obtenus, on va obtenir ce schéma-là. Donc à partir du déglycéraldéhyde, on va obtenir deux dérivés, le D-triose et le D-érythrose. Donc la seule différence, ça concerne uniquement le chaînon monocarboné qui vient juste après la fonction aldéhyde. La même chose pour le D-triose, on va obtenir le D-lixose et le D-xylose. À partir du D-érythrose, on va obtenir le D-arabinose et le D-ribose. Et ainsi de suite pour les exoses, c'est-à-dire obtenus à partir des différents dérivés à 5 atomes de carbone. Donc, comme vous le remarquez ici, on va toujours avoir la même structure initiale de l'ose à partir duquel on est parti. Donc, avec la seule différence, c'est le carbone qui vient juste après la fonction aldéhyde, où on va chaque fois, à partir d'un dérivé, obtenir deux dérivés qui sont des diastéréoisomères l'un de l'autre. Donc, au niveau de ce carbone uniquement qu'on vient d'ajouter, mais le reste, il va rester tout le temps le même, comme vous le remarquez sur le schéma. Donc, en partant d'un déglycéraldéhyde, vous remarquez très bien que il s'agit bien d'un dérivé dextrogir et toute la filiation va avoir ce groupement hydroxyle du même côté, c'est-à-dire de la droite, d'où l'appellation de la filiation des aldoses selon Fischer pour la série D. La série D, c'est pour faire allusion à cet atome d'hydroxyle qui va se trouver toujours à droite puisqu'on est parti du déglycéraldéhyde et que ce groupement hydroxyle se trouvait bien à droite. Donc on peut imaginer la même chose pour la série des cétoses en partant du sucre le plus simple ou de cétotriose le plus simple qui est le dihydroxyacétone. Alors le dihydroxyacétone présente une fonction cétone au milieu et donc si on s'intéresse uniquement à la série D, donc le premier dérivé de la série D, ça sera le D-érythrulose. Donc, bien sûr, l'autre dérivé, on peut l'obtenir, mais il va être un dérivé lévogir, c'est-à-dire que la fonction hydroxyle va se retrouver au niveau à gauche. Et donc, on est surtout intéressé par la série D. Et à partir du D-érythrulose, on va obtenir également deux dérivés qui sont des stéréoisomères avec cette différence au niveau du carbone qui vient juste après la fonction cétone. Il s'agit du D-xylulose et du D-ribulose. Et en dernier, on va pouvoir allonger également ces deux dérivés pour obtenir des exoses. Et le principal, c'est le D-fructose. Donc, il s'agit là de la filiation des cétoses selon Fischer pour la série D. J'insiste là-dessus parce que on est parti de la molécule de D-érythrulose. Donc au total, pour déterminer l'appartenance d'un ose à une série D ou L, donc on va voir la position de l'hydroxyle porté par le carbone le plus éloigné de la fonction aldéhyde ou cétone. Donc en faisant allusion à
l'ose à partir duquel on a fait la synthèse, le plus simple, c'est-à-dire ici le glycéraldéhyde. Si on est parti du déglycéraldéhyde, forcément, tous les oses qui en découlent, ce seront de la série D. Si on part de L-glycéraldéhyde, tous les oses qui en découlent vont être de la série L. Et par convention, pour schématiser la structure linéaire de l'ose, on ne montre pas les hydrogènes et les hydroxyles ou les fonctions alcool seront symbolisées uniquement par un simple trait. Il faut savoir que la majorité des oses naturelles sont de la série D. Et une dernière chose, c'est que l'appartenance à la série D ou L d'un ose ne préjuge pas de son pouvoir rotatoire positif ou négatif. Donc, comme vous le savez, quand on parle d'un dérivé dextrogir, on sait pertinemment qu'il va dévier la lumière polarisée vers la droite. Quand il s'agit d'un dérivé lévogir, il va dévier la lumière polarisée vers la gauche. Mais ce n'est pas le cas quand on parle de la série D ou L. Donc, cela ne préjuge pas du pouvoir rotatoire positif ou négatif d'un dérivé. Donc, il faut justement le prouver par voie expérimentale. Là, c'est des exemples de structures de molécules d'ose qui vont appartenir soit à la série D ou la série L uniquement en regardant leur hydroxyle le plus éloigné de la fonction aldéhyde ou de la fonction cétone. Alors là, pour cette première molécule, il s'agit bien d'un ose de la série D, puisque l'hydroxyle le plus éloigné de la fonction aldéhyde est du côté droit, donc c'est un D-aldose. Le suivant, c'est un L-aldose. Pourquoi? Parce que le groupement hydroxyle se trouve du côté gauche. Ici, on voit bien que l'ose, c'est un cétose. Et puisque l'hydroxyle le plus éloigné de la fonction cétose se trouve du côté droit, c'est bien un décétose. Le dernier ou la dernière molécule, c'est un L-cétose parce que l'hydroxyle se trouvant le plus loin de la fonction cétone se trouve du côté gauche. Une deuxième caractéristique que l'on va noter également dans les molécules d'eau, c'est que lorsque les molécules ne diffèrent que par la configuration d'un carbone asymétrique, on va les appeler des épimères. Par exemple, le galactose et l'épimère en 4 du glucose, comme sur le schéma. Ici, c'est le dégalactose, ici, c'est le déglucose. Si on regarde bien la configuration de tous les carbones asymétriques, on va voir qu'il s'agit pratiquement de la même configuration, excepté le carbone numéro 4. Donc pour le dégalactose, l'hydroxyle se trouve à gauche. Pour le déglucose, le groupement hydroxyle se trouve à droite et dès lors, ils sont dits des épimères. Il faut dire que au niveau de l'organisme humain, il y a des enzymes qui peuvent convertir le galactose en glucose, qu'on appelle épimérase. Donc, en absence d'épimérase, le galactose est incapable de se transformer en glucose et on va assister à une accumulation du galactose au niveau de l'organisme, ce qu'on appelle une galactosémie congénitale qui est une maladie métabolique. Un autre exemple, c'est le mannose qui est l'épimère en 2 du glucose. Donc ici c'est la molécule de D-mannose. De la même manière, si on regarde bien la configuration des 4 carbones asymétriques, on se rend compte que la seule différence se trouve au niveau de carbone numéro 2. Donc pour le déglucose, l'hydroxyle se trouve à droite. Pour le D-mannose, l'hydroxyle se trouve à gauche. Et donc, ce sont des épimères au niveau de la position 2. À la fin de cette première partie pour l'étude des glucides, on va citer quelques exemples d'oses naturelles. Comme aldopentose, on peut citer le déribose.
qui entrent dans la constitution des ribonucléotides, de l'acide ribonucléique et certains coenzymes tels que le nicotinamide adénine dinucléotide, le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate et la flavine adénine dinucléotide. Comme aldohexose, on peut citer l'exemple du D-glucose qui est le carburant de la cellule par excellence, le D-galactose qui est un constituant de cérébroside qui entre dans la myéline au niveau du système nerveux, également au niveau de la substance blanche au niveau du cerveau, ainsi que le D-mannose. Comme cétohexose, on peut citer l'exemple du D-fructose qui est le sucre du miel et des fruits.